Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Saint-Raymond, le comité Vas-y souligne son 45e anniversaire. À Mont-Tremblant, la Samaritaine soutient les personnes dans le besoin. À Thetford, le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford devient repère. À Vaudreuil-Dorion, 5e édition de la grande célébration du mois du patrimoine tamoul. À Sainte-Anne-des-Monts, l'école de musique Miransol lance son projet de construction d'une nouvelle école. À Rimouski, le spectacle, événement et télé-radioton de la ressource revient pour une 29e édition. À New Carlisle, la commission scolaire Eastern Shore lance une campagne de financement pour un terrain multisport. À Val-Briand, l'Ultra Trail Siam revient pour une 2e édition. À Gaspé, c'est la saison de tous les espoirs au Mont-Béchervaise. Mais pour commencer cette émission, on se rend à Forestville, où les intervenants de la Haute-Côte-Nord se mobilisent car l'accès aux études postsecondaires sur le territoire est compromis avec la fermeture annoncée du Centre d'études collégiales à Forestville. Joanie Godreau, de la Télévision du Littoral. La Haute-Côte-Nord a manifesté haut et fort son désir de maintenir en vie le Centre d'études collégiales de Forestville avec une mobilisation pour l'accès aux études postsecondaires sur le territoire. Le 26 janvier, environ 50 personnes se sont rassemblées devant l'établissement collégial pour s'exprimer sur l'importance de son avenir ici, à l'invitation de la table régionale des organismes communautaires. L'accès aux études postsecondaires est un enjeu important sur l'ensemble du territoire, a soutenu Chante Bourdage, coordonnateur de la TROC CDC Côte-Nord. À la suite de la rencontre entre l'organisme et le Cégep de Chicoutimi la semaine dernière, des éléments précis ont été ciblés sur lesquels la région devra se mobiliser pour trouver des solutions. Présent sur place, le directeur des études du Cégep de Chicoutimi, Christian Tremblay, avoue avoir été surpris de toute la mobilisation qui s'est déclenchée à la suite de l'annonce de la possible fermeture le 21 janvier. On voit avec une certaine surprise, tant ici sur la Haute-Côte-Nord que même à notre, je veux dire, cégep de base à Chicoutimi, le personnel à Chicoutimi est aussi très engagé à dire ce serait bien que vous mainteniez le centre. C'est pour ça aussi qu'on travaille dès la semaine dernière. On a une autre rencontre aujourd'hui avec plusieurs acteurs de la Haute-Côte-Nord notamment pour regarder des pistes de solutions. M. Tremblay affirme que le Cégep de Chicoutimi croit encore au Centre d'études collégiales de Forestville, malgré ses 3 points de fragilité. Ça demeure quand même difficile de supporter ce centre-là. On a 3 points de fragilité. Une fragilité financière, un manque de financement de notre ministère de l'Enseignement supérieur, une fragilité au niveau de la population étudiante. Actuellement, il y a 12 jeunes qui fréquentent le centre, je m'excuse, c'est pas très nombreux. Puis une fragilité aussi au niveau du personnel qui sont au centre pour travailler. Les solutions ne sont pas faciles à trouver pour le moment. Nous en avons exploré au fil des années quelques-unes. Pour le moment, il semble y en avoir peu. Maintenant, on est très content de voir la mobilisation du milieu. Est-ce que via cette mobilisation-là, il y a des nouvelles idées, des nouvelles possibilités qui pourraient se pointer? Si c'est le cas, nous autres, on va crier tant mieux, puis on va être au rendez-vous. De son côté, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, s'est réjouie de voir de nombreuses personnes à la mobilisation organisée pour le Centre d'études collégiales. Je pense que c'est une démonstration vivante que le milieu serre les coudes et dit « Nous voulons maintenir ce Centre d'études collégiales pour notre jeunesse, ceux qui sont là présentement, ceux qui sont à venir, pour l'ensemble du milieu. » Alors, c'est une belle démonstration de solidarité. Elle qualifie d'essentiel cet établissement donnant accès aux études supérieures sur le territoire de la Haute-Côte-Nord. On parle de la persévérance scolaire, on parle de l'accès aux études supérieures pour nos jeunes de l'ensemble de la MRC et peut-être de d'autres territoires aussi qui peuvent se joindre à nous. C'est d'offrir aux jeunes un meilleur avenir
et de poursuivre des études en demeurant dans notre milieu. On sait qu'il y a beaucoup d'exodes de nos jeunes. Ils quittent pour les études, ne reviennent pas nécessairement. Alors le fait de les former, de leur donner cet accès aux études supérieures en demeurant dans notre milieu, bien, c'est une force vive du milieu. Alors, et bien sûr, il y a des coûts associés aussi au fait d'envoyer les enfants, les jeunes vers l'extérieur. Et je pense que dans le contexte économique à l'heure actuelle, c'est peut-être pas accessible à tous. Alors, c'est important de le maintenir dans notre milieu. C'est la vitalité, la jeunesse, c'est la suite des choses. Et donner cet accès est primordial. L'ancien directeur du Centre d'études collégiales, Martin Maltais, s'est senti interpellé par la menace de fermeture. Celui qui en a été responsable de 1996 à 2014 a dit espérer que l'établissement continuera d'exister. Lors des débuts, les instigateurs pensaient qu'il ne durerait que 3 ans. Il célèbre pourtant ses 30 années d'existence en 2026. Quant à la directrice du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord, Claudine Roussel, elle demeure optimiste. Elle croit que la Haute-Côte-Nord est capable de déplacer des montagnes quand elles se rassemblent. 3 anciennes étudiantes du Centre d'études collégiales de Forestville ont également pris la parole pour démontrer l'importance de l'établissement collégial en Haute-Côte-Nord. Aujourd'hui enseignantes à l'École Saint-Luc, elles ont apprécié d'avoir l'opportunité de faire leur DEC en sciences humaines dans leur milieu de vie. Les semaines à venir seront cruciales pour le futur de l'établissement collégial puisque le Cégep de Chicoutimi souhaite prendre une décision avant le 1er mars, soit à temps pour la période d'inscription des élèves. Joanie Godreau, à Forestville. Les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre étaient les vedettes de la fête soulignant le 45e anniversaire du comité VASI qui offre dans 6 municipalités de la région de Portneuf des services d'aide et d'accompagnement. Un reportage de l'équipe de CJSR. Le comité VASI souligne un moment marquant de son histoire. Fondé en 1980, l'organisme célèbre cette année 45 ans d'engagement communautaire au service des personnes les plus vulnérables des municipalités de Saint-Raymond, Lac-Sergent, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Léonard de Portneuf, Rivière-à-Pierre et Pont-Rouge. Pour l'occasion, bénévoles d'hier et d'aujourd'hui, partenaires et citoyens se sont rassemblés à Saint-Raymond lors d'une soirée hommage mettant à l'honneur celles et ceux qui donnent de leur temps, souvent dans l'ombre. Une reconnaissance d'autant plus importante que le comité repose presque entièrement sur l'implication bénévole. L'idée, c'est de rassembler le plus de gens possible qui sont en lien, qui aident dans la communauté comme bénévoles, qui rendent service et qui font que notre communauté là, grandit avec l'aide des uns des autres. La soirée a également été l'occasion de regarder vers l'avenir. Le comité VASI amorce un nouveau chapitre avec un déménagement prochain vers un local plus central, situé face à l'hôtel de ville de Saint-Raymond. Bien là, l'annonce, c'est simple, c'est que le comité VASI va déménager, on va changer de locaux. On va quitter nos locaux qu'on occupe depuis 17 ans, on va s'en aller dans un local qui est devenu vacant, qui est celui de la boucherie des chefs. Un changement stratégique qui vise à améliorer l'accessibilité des services et à offrir davantage d'espace pour développer de nouvelles activités. L'événement se voulait festif et rassembleur. Musique, repas et moments de souvenirs ont permis de revisiter les grandes étapes de l'histoire du comité, tout en soulignant son évolution au fil des années. Ce soir, on a commencé par un cocktail de bienvenue. Donc, c'était sans alcool. Il y avait un photobooth. Donc, c'est un peu comme des photos instantanées que les gens pouvaient prendre et ramener à la maison. On avait le groupe de musique de l'école de Niarcan à Deschambault qui faisait vraiment le cocktail. Par la suite, les gens étaient invités à aller prendre le souper. Donc, c'est servi par le Mondial. Donc, c'est un repas, 3 services, donc entrée, repas, dessert. Et on a le groupe de, j'espère ne pas mal le prononcer, mais c'est le Big Bag Jazz Band de Québec qui font la soirée. C'est 16 musiciens super talentueux qui viennent nous mettre une super ambiance. Et ce soir, on va réavoir un petit cocktail dehors. Les musiciens reviennent ici de l'école de musique. Il va y avoir des petits cadeaux, des surprises, donc ça va pas être ça. Une façon de créer un pont
entre les générations de bénévoles. Moi, j'ai beaucoup apprécié finalement d'avoir été invité, premièrement. Ce qui est l'intérêt quand ici, c'est que moi, j'étais président du comité Vazis, j'ai fait des rapports d'impôts en masse, mais je ne connaissais pas tout le monde, tous nos bénévoles. Puis il y a une équipe formidable qui fait le transport des gens, finalement, qui ont besoin des services. Ça nous permet de les connaître. Parmi les priorités à venir, renforcer les services de proximité et favoriser les liens sociaux, notamment à travers des initiatives axées sur l'accompagnement et l'amitié. Des projets ambitieux qui nécessiteront toutefois un défi de taille, recruter de nouveaux bénévoles. La demande augmente et l'engagement doit suivre. Un appel est donc lancé à la population pour assurer la continuité de cette mission essentielle. Je suis bien contente, puis je dis au monde que s'ils veulent faire du bénévolat, que je les pousse à faire ça s'ils veulent. C'est une bonne aide, puis ça nous remonte aussi. Après 45 ans d'existence, une chose demeure claire. Dans Port-Neuf, la solidarité reste bien vivante, portée par des bénévoles pour qui l'engagement n'a pas de date d'expiration. Ici, Papa Moussa Camara, Saint-Raymond pour CJSR. Quand on pense au Mont-Tremblant et à ses multiples richesses, on n'imagine pas le grand nombre d'organismes d'entraide qui œuvrent pour les plus démunis de la région. Dan Brisson, de la télévision communautaire des Laurentides, a visité l'un de ces organismes et on écoute son reportage. Les entreprises viennent faire du bénévolat aussi, oui, on trouve ça super le fun, qui voient c'est quoi, qui viennent s'impliquer une journée, 2 jours. OK, mon Dieu, OK, c'est ça la Samaritaine, c'est ça le comptoir alimentaire, il y a du travail, c'est le fun, la journée a passé vite. Que ça aussi, on incite à venir en entreprise par votre employeur qui vous dit, ben moi, je paye une journée de bénévolat. Allez-y. Ouais. Ayez du plaisir, puis participons, puis ensemble, ben, vous allez voir tout ce qu'on fait. Et oui, ça. hein, c'est bon ça. Ça, on aime vraiment ça. Ça, là, c'est le fun, on les reçoit. Là, on va sûrement voir d'autres entreprises qui y vont. C'est tout nouveau que les entrepreneurs sont de plus en plus à vouloir s'impliquer. Ouais. Donc, pour eux, c'est sûr qu'il y a des frais reliés parce qu'ils doivent payer leurs employés à venir faire du bénévolat, mais c'est tellement enrichissant, puis ça forme aussi un esprit d'équipe, là. Ouais. Exactement. Le team bonding. C'est ça. Puis nous, la semaine passée, on est allé à Samaritaine, on a fait du bénévolat. C'était super agréable. La semaine prochaine, on a envoyé une autre équipe, puis ça solidifie beaucoup, beaucoup les équipes. Donc, c'est certain qu'on veut continuer. On veut que notre organisme grandisse aussi, que notre conseil d'administration ait des nouvelles idées, puis pour encore plus accueillir les gens différemment, de s'adapter à des situations qui n'existaient pas, qui vont exister. Comme quand la pandémie est arrivée, on s'est adapté à tout ça. On n'en veut pas d'autres, mais on veut être prêt éventuellement à ce que les gens qui vont... On le sait, le coût de la vie va être de plus en plus difficile. C'est ça, exactement. On voit de plus en plus de misère. La classe moyenne a comme disparu. C'est ça, exactement. Si on veut, hein? Oui, vraiment. Puis on fait comme si on peut juste vous offrir un petit peu de répit, puis de ne pas attendre que vous ayez trop de difficultés, soit financiers ou autre chose d'un enfant que ça ne va pas bien à l'école ou quoi que ce soit. Souvent, on reçoit les demandes de l'école. Hey, on arrêtait l'enfant que je pense que ses parents auraient besoin vraiment d'un aide pour telle évaluation ou telle d'orthophonie ou quoi que ce soit. Ben oui, il y a le centre de pédiatrie sociale à Sainte-Agathe, il y a le CASO qui s'occupe de l'orthophonie aussi, donc on va être soit en mesure de les référer ou de bien... Vraiment, les liens sont très bien tissés, là, je remarque, entre les organismes et la Samaritaine. Oui, puis ça, on veut le développer encore plus, parce qu'on veut pas... on veut être capable de tout le monde travailler ensemble, mais autant la maison de la famille, ils vont dire hey, va à Samaritaine, c'est là que tu vas trouver pour le comptoir alimentaire. Nous, c'est pas un service qu'on offre. Par contre, la maison des jeunes, elle dit t'aurais-tu de la viande pour moi? J'aimerais ça faire des repas pour les jeunes. Ben oui, on va essayer de t'en ramasser. Puis au moins, parce qu'on s'entend que les jeunes qui arrivent à la maison des jeunes, qui n'ont rien à manger, puis ils passent la soirée là. Faut qu'il y ait quelque chose à un moment donné. C'est brisqueur, hein? Oui,
Vraiment. Puis on est dans une belle région. Les gens sont généreux. Oui. Hein? On a la chance d'avoir, oui, des gens fortunés. On a des beaux commerçants qui sont impliqués. Quand on demande quelque chose, autant avec la chambre de commerce, hey, peux-tu me passer une publicité? Pour nous, ça serait important. On a accès à des belles personnes. À la TVCL, on va faire ça. On va Ben vous oui! mettre une petite publicité avec plaisir. Ben merci. Votre fibre, là, vous, là, c'est où que ça a commencé? Vous avez votre fibre, là, que vous avez tellement passionné. Ouais. Ça a commencé quoi? Quand moi, vous étiez jeune, vous oui. avez aidé le monde? Et... Oui, puis ma grand-mère, elle a toujours aidé des gens. Souvent, ma grand-mère avait quelques appartements, puis ma grand-mère puis mon grand-père, ils faisaient comme, bon, on va les aider, ils n'ont pas beaucoup d'argent, puis là, ça payait pas. Puis là, ma grand-mère a dit à mon grand-père, ben oui, il a payé son logement, inquiète-toi pas, mais là, il n'y avait pas de bouffe à la fin du mois, ma grand-mère. Que des fois, on arrivait, puis on avait tout le temps comme un peu quelqu'un qui n'avait pas rapport, mais on s'adaptait. Mon père, il allait chercher une personne âgée au centre d'accueil, il l'emmenait chez mes grands-parents. C'était quelqu'un qui était tout seul, puis là, ils ont dit, selon moi, cette famille-là pourrait au moins le recevoir. Puis on l'allait chercher pour Noël. Il était tout seul. Un monsieur qui... Hein? Oui. Puis là, mon père, il coupait les cheveux, on le trimait, puis après ça, il mangeait avec nous autres, puis mon père allait le reconduire, puis il jouait du violon, passait la soirée à écouter du violon, puis cette personne âgée-là, elle rentre au centre d'accueil après, puis elle était correcte. Donc, c'est dans notre fibre d'aider des gens. Vous avez ça dans on a vous, ça là. en nous. Puis j'espère que... Ben, je pense que tout le monde, là, en dedans de soi, là. Ben, en tout cas, vous donnez le goût, là. Vous nous donnez Vous allez le goût, venir faire du vraiment. bénévolat avec nous, là. Ouais, Vous allez vous inscrire, là. Vous nous donnez le goût, vraiment. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui manque, votre dernier mot, là, si vous avez Ben, moi, c'est sûr rajouter que quelque chose? je souhaiterais vraiment pour l'hiver prochain d'avoir une halte chaleur. Oui, ici. Ici, à Mont-Tremblant, OK. pour qu'au moins, on soit plus inquiet. Puis qu'on puisse, parce que si c'est à Mont-Tremblant, on comprend qu'il y a beaucoup de municipalités environnantes qui pourraient aussi en profiter. Ben, je nous le souhaite vraiment. Oui, vraiment, ça serait dans mes souhaits, d'encore offrir un super de beau service, d'avoir des beaux bénévoles impliqués, une équipe chaleureuse, puis de continuer. Plein de bénévoles merci pour beaucoup, nous. madame. Ben, merci de nous avoir accueillis. Merci Puis à vous. on vous attend en tant que bénévole. Oui, avec plaisir. Merci. C'est afin de mieux représenter les réalités de cette clientèle que le regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford change de nom et devient Repère. Explication par Guy Jacques de la Télévision régionale des Appalaches. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour célébrer ensemble ce moment important pour nous. Comme vous venez de l'entendre, ce changement s'inscrit dans la continuité et non dans la rupture. Il est le résultat d'une réflexion profonde, collective et fidèle à l'évolution de notre organisme. Avant de vous présenter ce nouveau nom, ce nouveau logo et cette nouvelle image, il nous semblait important d'expliquer pourquoi l'ancienne ne nous représentait plus entièrement. Pendant longtemps, notre logo a mis de l'avant l'image d'un fauteuil roulant. Cette image a eu son sens, son importance et sa force. Mais avec le temps, nous avons réalisé qu'elle mettait surtout l'accent sur la différence, là où nous souhaitons désormais mettre en lumière la personne. Ses capacités et sa place au cœur de la communauté. Elle s'associait trop directement, notre organisme, à une seule limitation, alors que les personnes que nous accompagnons vivent des réalités multiples, diverses et parfois invisibles. Plusieurs ne s'y reconnaissaient pas, tout simplement. Cette même réflexion s'est imposée à nous lorsque nous avons revisité notre nom, Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford, un nom qui a porté notre mission avec fierté pendant de nombreuses années, même si, à l'occasion, une courte pause respiratoire était nécessaire pour le prononcer entièrement. Moi, je l'ai dit pendant 13 ans. Mais surtout, un nom qui, aujourd'hui, ne reflétait plus pleinement la diversité des réalités que nous accompagnons. Ce constat a été un point de départ essentiel dans notre réflexion. Mettre la personne au cœur de notre identité, dans toute sa globalité, en faisant évoluer notre histoire avec des mots et une image fidèle à notre vision inclusive. Nous avons donc choisi un nom plus court, pas par paresse, mais par clarté. C'est dans cet esprit qu'est né notre nouveau nom. Je
suis présentement en compagnie de Mme Marilyn Terrien, qui est la directrice générale, ainsi que de M. René Fauché, qui est le président du conseil d'administration. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Oui. Ça a été un beau dévoilement. C'est tout un changement, finalement. D'où est venue l'idée de ce nouveau nom? Bien, comme on a expliqué tantôt, avant notre logo, c'était un fauteuil roulant. Puis on s'est questionné, on se disait, est-ce que ça représente vraiment tout le monde? Puis on a dit, on a beaucoup de gens qui ont des handicaps invisibles. Fait qu'on disait, c'est là qu'on a réalisé que ça représentait pas tout le monde. Fait qu'on s'est dit, on a peut-être nous aussi nos devoirs à faire. Fait qu'on s'est dit, bon, bien, ça a commencé comme ça. C'est vraiment le logo qui nous a fait... puis le long nom, le regroupement des personnes handicapées physiques région de Thetford, c'était vraiment très long à dire. En quoi le nouveau nom reflète-t-il mieux la mission et les valeurs de l'organisme? Bien, le nouveau nom, si je peux le dévoiler, là, c'est Repère. Je vais enfin le dire. Fait que le RE, c'est pour le regroupement, c'est pour les ressources, c'est pour le renouveau, c'est pour... c'est tout les... Bon. Puis le père, bien, c'est pour les personnes, la perspective. Mais on se disait que ça représentait, c'était un milieu, fait que ça nous représentait mieux. Parfait. Pourquoi était-il important pour l'organisme de moderniser son image à ce moment ici? Je pense qu'il n'y a pas de temps qu'il faut moderniser une image. Mais on était rendu un tournant, 41 ans d'histoire, le regroupement des personnes handicapées, qui était issu d'une fusion de 2 organismes. Donc, il fallait marquer, un peu comme Marilyn nous dit, les personnes qui vivent avec une limitation physique, ça regroupe beaucoup de personnes. Et on s'était rendu compte qu'il y a certaines personnes qui ne s'identifiaient pas à notre regroupement. Donc, on a dit c'est important maintenant qu'ils vont pouvoir se trouver une identité. Un peu comme Marilyn disait tantôt avec le nom, le point qui est important, qui identifie justement les personnes qu'on supporte, qu'on veut aider. Donc, tout ça va contribuer à une meilleure représentation, finalement, de votre clientèle. On l'espère. Puis avec une belle couleur en plus, ça aussi, on s'est rajeuni. Puis que... Quelle amélioration majeure, au fond, au niveau du site Web? Ça va être ce qui n'est pas lancé encore, mais qui va l'être prochainement. Ça va être aussi plus convivial, je crois bien. Oui, c'est sûr que tout le site Web, il va être changé, nos dépliants, nos affiches, les roll-up et tout. Fait que c'est sûr que oui, ça va être plus convivial, on l'espère, puis plus facile à nous trouver, plus facile à nous rejoindre. Mais la mission ne change pas, la mission reste la même. Oui, c'est ça, c'est important de le préciser, au fond. Que représente ce renouveau pour l'avenir de votre organisme? C'est une continuité. Un peu comme on disait, on ne renie pas hier. C'est pas un point tournant, d'une certaine façon. C'est un point tournant, mais avec notre continuité. On continue d'aider les personnes qui vivent avec des limitations physiques, sensorielles ou ainsi de suite. Le nouveau nom nous pousse, nous continue, nous amène à aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est important, c'est l'aide, les employés qui sont ici. On a des enfants aussi qu'on supporte. Justement, dans le local, il y a une salle adaptée. Donc, c'est cette continuité-là pour justement nous amener toujours à demain, nous amener à nous dépasser et aussi aux nouvelles réalités des limitations. C'est un nouvel élan, d'une certaine façon, qu'on pourrait le dire comme ça. Oui, oui. Et en terminant, est-ce qu'il y a des projets ou des priorités qui s'inscrivent dans ce renouveau-là, d'une certaine façon? Je dirais le projet le plus important, c'est d'aller rejoindre justement ces personnes qu'on peut dire que notre logo, ils ne se sentaient pas identifiés. C'est des choses qui avaient été véhiculées. Notre directrice générale, aux employés qui disaient « moi, je suis pas en fauteuil roulant. » Donc, ils ne s'identifiaient pas. Donc, maintenant, ils savaient qu'ils avaient besoin. Ils frappaient quand même à la porte, mais ils s'identifiaient peut-être moins. Donc, nous, on espère qu'ils vont s'identifier, qu'ils vont venir frapper justement à la porte pour dire... et eux aussi nous identifier leurs vrais besoins là-dedans. C'est notre objectif aussi. Donc, c'est une façon d'être plus inclusif aussi. Oui. Bien, tu sais, on s'est questionné parce que, tu sais, on voulait être inclusif, mais on avait déjà notre logo qui était plus ciblé pour une limitation, puis qu'on trouvait qu'on n'était pas réaliste dans ce qu'on dit puis ce qu'on faisait. Fait qu'on pense que ça va. Parfait. Ça fait que félicitations pour ces changements-là. Je pense que c'est pour le mieux pour votre organisme et pour son avenir. Et bonne continuation à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. L'Association tamoule de Bharati à Vaudreuil-Dorion a tenu la 5e édition de la grande célébration du patrimoine tamoul et Chantal Bédard de C'est Sûr.tv a rencontré les organisateurs de cette fête
qui vise à partager le patrimoine et l'héritage de cette communauté. Cette année marquait la 5e édition de la grande célébration du mois du patrimoine tamoul, organisée à Vaudreuil-Dorion par l'Association tamoul de Bharati. Un événement mettant en valeur les traditions, les arts et la richesse culturelle du patrimoine tamoul. Pouvez-vous m'expliquer un peu le rôle et la mission de l'association? Bharati Tamil Association is an association of the Tamil community that formed in Vaudreuil-Dorion back in 2019. And our mission is to help out the integration between the Tamil community and the hosting country, which is Quebec. Est-ce que c'est un honneur d'organiser ce genre d'événement? Oui, c'est un vraiment grand honneur de pouvoir venir ici puis partager ma culture, mon héritage. C'est une opportunité pour moi de parler avec des gens, de m'impliquer dans la communauté à Vaudreuil-Dorion aussi. À chaque année, on essaie toujours de trouver quelque chose de nouveau. Comme ça, les gens viennent, ils veulent apprendre de notre culture. About 1,000 years ago, one of the Tamil King Rajarajan, he went to capture almost all the part of South Asia. L'histoire prend ses racines il y a des milliers d'années, sous la dynastie Chola qui régnait sur le sud de l'Inde. Un territoire s'étendant des îles Maldives jusqu'aux rives de la rivière Godavari. Les rois Chola étaient des architectes passionnés qui érigeaient des temples et des ports grandioses partout dans leur royaume, non seulement comme lieu de prière, mais aussi comme centre d'activité économique et artistique. L'hymne tamoul, écrit par le poète Subramania Bharatiyar, et c'était pour évoquer la beauté de la langue tamoul, pourquoi il faut le préserver, pourquoi c'est si belle, si important, ça parle du culture, de l'histoire de la langue. C'est une des plus vieilles langues qui est quand même parlée aujourd'hui dans le monde entier. And the beauty of it is still valid, not even the Tamil community to any community. La réputée École de musique Miransol, à Sainte-Anne-des-Monts, lance un ambitieux projet de construction d'une nouvelle école, un projet de plus de 1,5 million de dollars, qui sera réalisé d'ici 2030 afin de souligner le 50e anniversaire de cette véritable institution. L'équipe de la télévision de la Haute-Gaspésie était au lancement de la campagne de financement de cette nouvelle école. Tout est en place pour mettre en œuvre la construction de la nouvelle école Miransol. Je me sens comblée. Je me sens comblée d'avoir eu autant d'accueil, que les gens soient venus en grand nombre. Ça a été des retrouvailles autant dans le public que sur scène. On a vécu un moment, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs ont rejailli avec tellement de talent sur scène, tellement de personnes incroyables qui ont participé. On est vraiment très reconnaissants de la participation des artistes. Après 45 ans, l'école Miransol est fin prête pour aller de l'avant vers un projet de construction de sa nouvelle école, le projet 3050, qui, on espère, sera prêt d'ici 2030 ou pour les 50 ans de l'école Miransol. Pour réaliser ce projet-là, on vient de lancer une grande campagne de financement de 1,5 million de dollars comme objectif. Je pense que c'est important d'avoir une école de musique professionnelle en région si on veut sensibiliser les gens à la culture. Puis bien sûr, le fait d'avoir une bâtisse juste devant la mer, je pense que ça peut être un beau lieu de création, puis ça peut devenir un espace de résidence pour plusieurs artistes dans le futur qui voudraient venir créer des spectacles ou écrire des chansons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené ici? Évidemment, c'est pour la célébration du 45e anniversaire de Miransol et aussi le fait que je vais devenir, que je suis maintenant l'ambassadeur pour la grande campagne de financement pour l'école Miransol, pour la construction d'un nouveau lieu qui va permettre d'avoir tous les cours à cet endroit-là, les concerts à cet endroit-là, un lieu proche de la mer et qui va être inspirant pour peut-être des créateurs, des artistes qui vont venir
faire des résidences à cet endroit-là. L'éducation musicale, c'est une sorte de formation qui est en déclin mondialement. Dans les 50 dernières années, un peu partout, tranquillement, ça commence à diminuer. Moi, étudiant à McGill, j'ai pu voir ça de mes propres yeux dernièrement. Il y a le conservatoire de McGill qui a fermé. C'était presque 500 élèves qui avaient accès à des cours de musique entre 5 et 15 ans. Et donc, quand on m'a approché pour soutenir le projet, entre autres pour l'éducation musicale des jeunes, c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Moi, c'est une de mes priorités. En fait, j'ai été chef à l'Orchestre symphonique des jeunes de Montérégie, l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, à l'Orchestre symphonique de Thunder Bay que je dirige présentement. À peu près à toutes les 2-3 semaines, on a des projets musicaux avec les écoles. On va visiter les écoles, on les apporte pour chanter avec l'orchestre. Il y a plein de choses qu'on fait pour produire l'éducation musicale. Émile, j'aimerais ça savoir, toi, tu as étudié à l'École Miransol. Qu'est-ce que tu as étudié comme instrument? Oui, au départ, j'ai commencé avec le piano, éveil musical, après ça, piano avec Lucie Chapdelaine. Puis, au fur et à mesure des années, à un moment donné, on touche à d'autres instruments là, en allant dans les camps musicaux, tout ça. Fait que je me suis intéressé un peu à la guitare. Fait que c'est là que j'ai poursuivi un peu en faisant de la guitare en même temps avec Guillaume Campion, en ce temps-là, qui donnait des cours. Puis tu as aussi chanté dans la chorale. Oui, j'ai chanté dans la chorale. Entre autres, à l'École Miransol, on faisait du solfège. Fait que ça m'a amené à chanter, qui m'a amené vers la chorale, puis qui m'a amené justement à faire de la scène. Le soleil brille enfin, mais j'étais si mauvais à l'école. Je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Mais il y avait Monsieur Desilets, un prof fin et disponible, qui m'avait pris sous son aile et croyait à mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je colorie les tests du ministère. Lundi, j'enverrai mon CV à l'usine de mon père. J'ai choisi l'écrivain. J'ai eu un parcours d'école qui était... J'ai bien réussi à l'école, mais surtout grâce à la musique, puis tout ça, puis la discipline que ça apportait. Fait que l'écrivain, je trouvais que c'était un beau texte qui résumait bien, là, justement, un parcours scolaire qui des fois est difficile, mais que finalement, à force de persévérer, ben, on réussit à se rendre là où on veut. En fait, nous, on a imaginé un lieu inspirant, face à la mer, avec des espaces créatifs, éducatifs et locatifs, pour assurer la rentabilité de l'école. Fait qu'il va y avoir beaucoup de flexibilité au niveau des espaces, avec 2 lofts qui vont permettre de donner des cours et aussi réaliser de la location court terme. Il va y avoir une grande salle de 100 places où on va pouvoir organiser des événements, offrir des cours de groupe. Il y a une multitude d'activités qui vont pouvoir se faire. Et cette salle-là a été nommée aujourd'hui en honneur de André Jutras. Alors, cette salle-là portera son nom dans la suite du projet. Ensemble, donnons généreusement à Miransol. Marc Després de la télévision de la Métis est à Rimouski à la 29e édition du spectacle, événement et radio-téléthon de la ressource pour les personnes handicapées, où il a rencontré l'artiste Jeanne Côté, originaire de Petite-Vallée. Alors, Jeanne Côté, vous êtes originaire de Petite-Vallée. Bon, qu'est-ce qui vous a amené à accepter l'invitation de la ressource? Bien, ça tombe bien parce que c'est Nelson Mainville qui fait la mise en scène, qui, lui, vient de Grande-Vallée. Fait qu'on se connaît depuis super longtemps. En fait, Nelson, il m'a appuyé dans l'écriture de mes premières chansons. Fait que c'est de là qu'on se connaît. Puis là, ben, j'ai commencé ma carrière, finalement, il y a une dizaine d'années en faisant mes propres chansons. Puis ça me fait trop plaisir là, de venir participer à cet événement-là. Je l'avais déjà fait avec ma famille quand j'étais ado. Puis là, ben, j'ai l'occasion de le refaire en tant qu'adulte et qu'artiste. Donc, quand vous aviez 13 ans, avec votre famille que vous avez chanté à ce moment-là? Oui, on faisait un petit spectacle de famille, puis là, on était venu faire un numéro pour la ressource. OK, donc pour vous, c'est comme un auteur inconnu, quoi. Quand même, oui, mais ça fait tout le temps plaisir de revenir ici. Et aussi, ben, vous avez été gagnante de Francouverte en 2023, finaliste pour le prix Félix Leclerc en 2024. Donc, pour vous... des concours là, de chansons, c'est un beau tremplin? Oui, ça a été un super beau tremplin. Je pense que je suis passée par à peu près tous ceux qui existent au Québec. Il y a peut-être Saint-Ambroise que j'ai pas fait. Mais c'est ça. Ça a été une belle façon de faire découvrir mon projet. Puis je suis bien contente de comment ça s'est déroulé au final. Mais ça m'a donné un bel élan pour faire découvrir mes choses à plus de monde, au plus de monde possible. Et donc, vous en êtes rendu à 2 albums, si je ne m'abuse? Oui, 2 albums, dont le dernier qui est sorti en février 2025. Et comment vous décririez à ce moment-là? Ma musique, comment je la décrirais? Je décrirais ce que je fais comme
folk, pop, assez minimaliste. Ouais. Donc, de quoi plaire à un large public, quoi. Ben, c'est ce que j'espère, en tout cas. Et à ce moment-là, il faut dire que vous êtes chanceuse parce qu'il n'y a pas juste le public d'ici là, qui pourra vous découvrir. Il y a une belle tournée là, qui s'en vient. Oui, ben on a quelques dates en France, en fait, au mois de mars. Puis ça me fait toujours plaisir de retourner jouer là-bas. Là. Ça fait quelques années qu'on essaie de développer peu à peu. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai bien l'impression que le public là-bas pourrait être intéressé par ce que je fais. Vous êtes à votre compte ou vous faites partie d'une équipe? Ou... Ben, j'ai une petite équipe avec moi, mais j'ai pas de maison de disque finalement. Okay. C'est moi-même qui m'autoproduit. Donc, comment vous avez réussi à pouvoir avoir J'ai une agence de spectacle qui m'aide à me trouver des shows. Mais pour l'album, dans le fond, c'est moi qui fais mes choses toute seule. Sinon, j'ai une équipe en production de spectacle, une équipe en booking aussi au Québec, puis maintenant en France. Fait que ça commence à se développer peu à peu. Là. Donc, on peut dire que la carrière est quand même bien lancée. Là. Elle est bien lancée, oui. C'est pas évident au Québec en 2026 de vivre de ça, mais je pense que je la couenne dure pour faire ça. Vous êtes capable d'en Je suis capable d'en prendre. Je suis capable d'en vivre, oui. Ouais. Donc, quand même, qu'est-ce que vous diriez, là, une jeune comme vous, là, qui commence? Ben, il faut vraiment, vraiment aimer ça pour toffer l'espèce de défi de se faire une place, de se tailler une place dans ce milieu-là. C'est pas évident, mais il faut pas lâcher, puis il faut pas non plus avoir peur de parler aux gens, en fait. Autant au public qu'aux gens qu'on rencontre sur la route, aux autres artistes et tout ça. C'est ça qui fait les contacts, c'est ça qui fait l'espèce de communauté qu'on crée autour de nous pour faire une carrière. Et à ce moment-là, en spectacle, vous êtes seul? Vous êtes une petite équipe? Ou bien, quand je fais des choses, ça dépend, en fait. Okay. Parfois, on est 4 sur scène, des fois, on est 2. Okay. Puis des fois, je fais des premières parties aussi, j'en fais toute seule. Mais c'est ça. Souvent, je suis à 4 ou à 2. Puis ça permet d'avoir un lien quand même sur scène aussi, en plus d'avoir le lien avec le public. Est-ce que vous aimez surtout interpréter de vos propres pièces ou d'interpréter un peu comme moi aujourd'hui? Oui, ben dans mes shows, c'est pas mal de mes chansons que je fais avec quelques reprises une fois de temps en temps parce que c'est le fun d'aller fouiller dans le répertoire des autres aussi. Et comment on se sent de se retrouver aujourd'hui sur la même scène que Paul Piché, Marie-Carmen, Andréane Amalette? C'est intimidant tout ça quand même. Oui? Là. Ben, Paul Piché, Marie-Carmen, Andréane, Damien, c'est des gens qui ont beaucoup de... Qui ont du bagage. Qui ont du bagage, oui, c'est ça. Qui ont du métier derrière la cravate. Puis Paul et Marie-Carmen, c'est des gens qui, je trouve, qui ont une énorme classe sur scène aussi, qui dégagent quelque chose d'impressionnant. Mais à la fois, c'est intimidant, à la fois, ça donne du courage, en fait. De les regarder faire, tu te dis, ça donne un bel exemple, finalement. Et de voir aussi qu'il perdure dans le temps, dans les 3 cas, là. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. C'est inspirant. C'est inspirant pour une nouvelle carrière. Oui. Et donc, c'est ça, il y a quelques spectacles à venir, outre la France. Oui, il y en a au Québec aussi, des spectacles. On vient à Rivière-du-Loup, entre autres, le 27 février prochain, si je ne m'abuse. Oui, exact. Et à ce moment-là, donc, on va sur votre site Internet. Vous allez trouver tous les détails là. On vient le faire full band, fait qu'on va être 4 sur scène pour le spectacle à Rivière-du-Loup. Oh, OK. Donc, un spectacle complet, énergique. Oui. Et donc, on invite les gens à vous découvrir tranquillement. Bien, certainement. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. La commission scolaire Eastern Shores lance une campagne de financement pour l'aménagement d'un terrain de sport multifonctionnel pour la nouvelle école en construction à New Carlisle. Un reportage de l'équipe de Télévague. Le jeudi 22 janvier dernier, la commission scolaire Eastern Shores procédait au lancement officiel de la campagne de financement A Field for All, un terrain pour tous, lors d'un 5 à 7 communautaire à la Baie des Chaleurs Regional School. Le projet vise la création d'un espace moderne et accessible favorisant l'activité physique, le bien-être des élèves et l'utilisation communautaire, conçu pour répondre aux besoins des élèves du secondaire tout en profitant à la communauté. Le terrain multisport incarne une vision partagée d'inclusion, de collaboration et de retombées durables. Ce projet est pensé pour être accessible et accueillant. Un espace partagé pour bouger, se rassembler et rester actif, peu importe l'âge ou les capacités. This evening, you will see a short video that brings this vision to life. It clearly shows how the field is meant to serve everyone. Our campaign slogan reflects that shared responsibility and long-term impact. Your support
your legacy, our future. Every contribution to this campaign helps create a space that will be used and enjoyed for generations to come. It's an investment in people, it's an investment in health and in community. Bonsoir, vous êtes ici pour le lancement d'une collecte de fonds pour un terrain multisport à New Carlisle. Peux-tu me dire à qui profitera ce terrain? Toutes les communautés ainsi que les élèves ici dans la nouvelle école, l'école Baie-des-Chaleurs, l'école régionale Baie-des-Chaleurs, et puis toutes les communautés, soit New Carlisle ou alentour. Où sera situé ce terrain? Ça sera vraiment sur la nouvelle site de la nouvelle école à New Carlisle. Dans le nord, plus dans le nord de l'espace, ça va être le terrain de soccer ainsi qu'un piste de course à pied. Et puis plus dans l'est de l'école, ça va être le terrain multisport. Et est-ce que ces terrains vont être accessibles aussi à la communauté de New Carlisle et des environs? Absolument. Ça va être le soir puis les fins de semaine ouvrir à des communautés. Ce projet nous rappelle que les écoles sont plus que de simples bâtiments. Ce sont des espaces communautaires. Lorsque nous les ouvrons à tous, nous renforçons les liens et soutenons des communautés plus saines et bien sûr plus actives. Ce terrain servira nos élèves pendant la journée scolaire, mais son impact ne s'arrête pas là. Il sera également un espace où les familles, les groupes locaux et les membres de notre communauté pourront se rassembler et bien sûr rester actifs. C'est quoi l'objectif de la campagne? Combien voulez-vous ramasser? Le projet, en total, vaut 1,3 million de dollars. Puis nous, on cherche 500 000 par les dons pour terminer le financement pour ce projet. Combien avez-vous ramassé jusqu'à maintenant? Bien là, avant que les gens ont commencé de donner ce soir, on a déjà ramassé 245 125 $. Ah, c'est quand même appréciable. Impressionnant, hein? Je suis vraiment fière de les communautés puis les partenaires qui ont déjà, dès le début, soutenu ce bel projet-là. Thank you for having us all here tonight to launch that amazing project. Mon nom est François Bugeaud, je suis directeur de la MRC de Bonaventure. On est aussi vos voisins, pas très loin, le bâtiment. Je suis ici ce soir pour représenter l'ensemble des élus du territoire de la MRC Bonaventure. L'argent qu'on investit dans des projets comme celui-là, c'est très rare qu'on a la chance de contribuer à un projet comme celui-là. C'est un immense honneur de pouvoir le faire. D'avoir une nouvelle école dans une communauté, c'est pas tous les enfants qui vont le vivre dans leur vie. C'est souvent quelque chose qu'on ne voit qu'une fois dans notre existence. Fait que c'est extraordinaire. Puis de pouvoir offrir un lieu de rencontre communautaire pour le sport, pour que la communauté, mais aussi les communautés se rencontrent, puis d'être fiers de ce qu'on est en train de bâtir. Bien, je pense que c'est un immense privilège pour notre communauté, puis tout le monde va en bénéficier. On vous souhaite un extraordinaire succès dans cette campagne de financement. On invite tous ceux qui le peuvent à contribuer, puis vous pouvez compter sur notre support pour la suite des choses. Merci. Et peux-tu me dire jusqu'à quand qu'on a pour donner cet argent? C'est une bonne question. La campagne de financement va être ouverte jusqu'à la fin de l'année scolaire, alors avant le fin juin. Et comment peut-on faire une donation au terrain? Merci de demander ça. Vous pourriez faire ça par chèque, par transfert électronique et ou tu peux même utiliser notre compte Stripe. Mais si tu veux avoir toutes les informations, c'est mieux de nous suivre sur notre page Facebook. Là, tu vas voir le code QR pour aller directement donner un don. Je suis fière de toutes les communautés, de la mobilisation de les communautés, puis de tout le monde d'être présent ici ce soir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. L'an dernier, l'Ultra-Trail Siam de Val-Brillant avait attiré plus de 200 participants, dont 60 venaient de l'extérieur de la région. Et on espère recevoir encore plus de participants cette année
pour une deuxième édition qui aura lieu du 26 au 28 juin prochain. Carl Blanchette, de la télévision de la Matapédia. Nous nous sommes déplacés du côté du domaine Siam afin de rencontrer les organisateurs de l'Ultra Trail Siam qui revient en 2026. Marie-Pierre, Miguel, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui au domaine Siam. Merci à toi. Ça fait plaisir. Je suis venu ici pour qu'on parle de l'Ultra Trail 2026, mais j'aimerais ça faire un retour avant sur l'édition 2025. Premièrement, combien de participants est-ce qu'il y a eu l'année passée? L'année passée, on est allé chercher 200 participants. Pour notre première édition, on était vraiment contents. C'était vraiment une première belle édition. C'est quand même beaucoup de monde, 200, même pour une première édition, donc c'est très chargé, j'imagine. C'est quoi les commentaires que vous avez eu des coureurs après l'événement? En grande partie, les gens ils disaient vraiment comme un gros wow pour une première édition. Je trouvais vraiment que ça avait été super bien organisé puis qu'on avait laissé rien de côté, là, que tout avait été vraiment bien passé. Là. Ah ouais. Puis, c'est quoi, as-tu des gens plus locaux? Il y avait beaucoup de monde de l'extérieur. Ça ressemblait à quoi, mettons, à peu près le pourcentage de locaux versus extérieurs? On avait 60% des gens qui venaient de l'extérieur. Fait que ça aussi, c'était vraiment fascinant. Là. C'était un de mes plus beaux moments. Pendant l'inscription, quand je voyais les gens, je posais des questions. Je me rendais compte que c'était vraiment tous des gens de l'extérieur. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. As-tu une idée de où venait la personne qui venait du plus loin pour venir faire l'Ultra Trail? Dans le coin de Montréal, ouais. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des gens de plus loin encore cette année? Hey, en fait, j'en reviens. L'année passée, nos plus loin, c'était des Européens qui étaient en voyage. Ah, OK. Ben, tu sais, fait quoi? Puis cette année, on risque aussi d'avoir le même principe. Je sais qu'il y a des Européens aussi qui font des voyages, qui passent dans le coin. Mais sinon, le gros du bassin, c'est Québec-Montréal. Ouais. Puis la première édition, qu'est-ce que vous avez conclu en général, là, au niveau organisation, mais aussi au niveau, je sais pas, retombée économique, quelque chose? Avez-vous ressenti un peu les effets de ça? Là? Oui, vraiment. L'objectif de ça, c'est vraiment que les touristes viennent dans la vallée, faire découvrir tout ça, que les gens dépensent l'argent justement dans les restaurants, les hébergements, partout dans la région. Puis les gens ont vraiment apprécié l'édition. Les commentaires qu'on a eus, c'est vraiment que ça, pour une première édition, c'était super bien organisé. On a eu plein de beaux commentaires aussi de ce qu'on peut améliorer. Puis qu'on peut vous parler tantôt voir plein de nouveautés. Ça va vraiment être une méga grosse édition 2026. Puis j'imagine que ça prend beaucoup de bénévoles. Avez-vous une idée de combien de bénévoles étaient là l'année passée? Puis cette année, il va en falloir plus? Ou... L'année passée, on avait une vingtaine de bénévoles qui nous a aidés vraiment au niveau des ravitaux, l'organisation, tout ça. C'est Miguel et moi qui chapeautons tout ça. On a eu aussi une quinzaine à peu près de gens, plus au niveau médecin, et vraiment des spécialistes là, pour assurer la sécurité sur le site. Au total, on avait 35-40 bénévoles. Là, donc, pour 2026, on aura besoin un petit peu plus de bénévoles vu qu'on veut doubler le nombre de participants. Mais on était vraiment une belle équipe puis on était vraiment super bien structurés aussi. OK. Là, maintenant que vous avez annoncé officiellement la deuxième édition, donc l'édition 2026 de l'Ultra Trail du Siam, ça va se dérouler premièrement à quelle date cette année? En fait, c'est le 26, 27, 28 juin. Donc, au domaine Siam, les inscriptions sont déjà ouvertes aussi. Puis là, on tombe vraiment dans la période de commandite. Donc, on veut pouvoir solliciter les entreprises de la région, aussi de l'extérieur, pouvoir faire vraiment une belle édition 2026. Et là, vous attendez, comme vous parliez, du double de coureurs cette année. Est-ce qu'il va y avoir aussi des nouvelles catégories? Bien, cette année, comme une nouvelle distance, on va avoir un 5 km qui nous avait été vraiment beaucoup demandé. Fait qu'on va faire un 5 km. C'est sûr qu'il ne pourra pas être 100% en sentier, mais il va quand même avoir une partie en sentier et une partie asphalte. Fait que ça va quand même aussi être un beau pied d'entrée pour la course à pied. Là. Ça va se passer ici autour du domaine Siam. Exact. Tout se passe toujours autour du domaine Siam. Tu sais, les courses ils finissent tous ici. Là. Puis quel changement vous avez remarqué, mettons, à apporter l'an passé versus cette année, des ajustements? Est-ce que vous avez remarqué des choses? Oui, bien, cette année, en fait, je vais passer à parler à Miguel après. Cette année, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens arrivent sur le site vraiment près du lac. Donc, on va avoir différentes zones ici. Donc, la zone d'arrivée, la zone de repos pour les coureurs, une zone de jeux gonflables pour les enfants, une zone d'information aussi, une zone média. Donc, ça va vraiment être structuré différemment. Donc, l'objectif, c'est vraiment de continuer à faire toujours grandir ça, grossir ça. Il va vraiment avoir une zone pour les téléspectateurs, que ça va vraiment être partout sur le site et ça va être encore plus vivant que l'année passée, même si l'année passée, c'était déjà super. Là. OK. Ouais. Puis aussi, il y a une bourse de 1 000 qui est remise à la personne qui va battre le record de l'an passé. Donc, qu'est-ce qui a en fait motivé de remettre un 1 000 comme ça? Est-ce que c'est pour attirer des coureurs de plus haut niveau? Bien, en fait, c'est quand même quelque chose qui se fait pas nécessairement dans les courses, on va dire, de notre grosseur. Habituellement, ça va être vraiment dans les gros événements, il va y avoir des bourses comme ça. Et nous, on trouve vraiment intéressant de faire ça parce qu'on sait qu'on a une course qui est très roulante. Fait qu'on peut aller chercher une clientèle de personnes qui veulent
qui sont vraiment là pour performer et aller chercher des records de vitesse. Fait qu'on trouvait vraiment que ça fitait vraiment avec notre style d'événement qu'on offre à nos clients. S'il y a plus qu'une personne qui bat le record, j'imagine que c'est le meilleur temps qui l'emporte. Ouais, exactement. Puis, il va quand même falloir, ça va prendre du gros calibre pour battre ce qui s'est fait l'année passée. Oui, vraiment. Puis, en quoi le trajet que vous offrez ici se distingue des autres ultra-trails au Québec? Vraiment, c'est le fait qu'on a des sentiers roulants. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les autres ultra-trails, ça va être des fois beaucoup plus racineux, rocailleux. C'est vraiment plus difficile d'avancer rapidement. Versus nous, on a des sentiers vraiment plus larges, des sentiers majoritairement de VTT. Fait que tu es capable de progresser vraiment plus rapidement que quand c'est du single track qu'on appelle. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile. Fait que nous, c'est vraiment là qu'on va se diversifier les autres, c'est qu'on est plus roulant. J'imagine justement. Ouais. Tous les paysages de la région ici, c'est magnifique. On a vraiment tout structuré ça pour qu'il y ait des points de vue extraordinaires. L'objectif, c'est de faire découvrir notre belle région. Donc, autant les éoliennes, autant les vues sur différents lacs, autant à Val-d'Irène. Les gens sont vraiment surpris des paysages. Puis on veut créer l'effet wow, justement, des coureurs, quand ils courent, qui puissent assister à toute cette belle région-là qu'on veut faire plus connaître au final. Puis aussi, le sentier, j'imagine, ça passe dans beaucoup des terres privées, des choses comme ça. Est-ce que c'est compliqué un peu? Est-ce que vous approchez les gens qui ont des terres pour pouvoir passer dessus? Ouais. Bien, l'année passée, là, c'est 115 demandes qu'il a fallu qu'on fasse, dans le fond, parce que justement, on passe dans beaucoup de terres privées. Même si c'est des sentiers de VTT, que techniquement, l'autorisation est déjà là. Et nous, on voulait quand même prendre le temps d'appeler chaque propriétaire pour s'assurer que si c'était correct, qu'on puisse passer dans le sentier de VTT qui passe sur l'eau privée. Là. Ouais. Après quelques années difficiles, dues notamment aux conditions climatiques incertaines, le mont Béchervaise, à Gaspé, envisage avec beaucoup d'espoir la saison de ski 25-26, nous rapporte Igor Nérisson de Télé Gaspé. Après quelques saisons décevantes en raison du manque de précipitations et une avant-saison 2025-2026 mouvementée au niveau de sa direction, le centre de ski Mont-Béchervaise a su retomber sur ses skis grâce à l'aide de la ville de Gaspé et l'embauche d'une direction plus que compétente. L'arrivée de quelques chutes de neige durant le temps des fêtes a permis l'ouverture précoce de la station et de faire naître l'espoir d'une saison exceptionnelle. Pour Vincent Thibault, directeur des opérations au centre de ski Mont-Béchervaise, l'ouverture hâtive a cependant représenté un défi important. On a une petite surprise à la dernière minute qui nous a permis d'ouvrir la montagne. On a beaucoup d'heures d'investissement de mis pour préparer les pistes avec le peu de neige, puis on est bien contents. Bien, c'est plus dur sur la machinerie, c'est sûr. La dameuse, on sent le fond, puis il y a beaucoup d'heures aussi à investir là, pour tout préparer, damer, puis faire durcir la neige. De plus, tous les équipements sont fonctionnels et à jour. Le télésiège fonctionne bien, les dameuses, les deux fonctionnent super bien. Le tapis magique, merveilleux aussi, ça fonctionne bien. Michel Smith, directeur général du centre de ski, ne cache pas son soulagement et son enthousiasme. Très content. On a ouvert le 5 janvier, donc c'est pas la normalité d'ouvrir le 5 janvier. On a déjà 6 jours d'ouverture de fête et on se prépare en espérant d'avoir une quarantaine de jours et plus. La location d'équipements et le service de restauration sont accessibles. Le service Skibus est offert tous les samedis. L'horaire est disponible sur le site web de la Régime, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pour ce qui est du bar, celui-ci devrait ouvrir bientôt. Cependant, pour cette année, la grande nouveauté demeure le service de billetterie qui est désormais disponible uniquement en ligne. Oui, à la billetterie, on a changé, par obligation, on a changé notre système. Et puis on a pris le système de Saint-Mathieu. Saint-Mathieu qui est dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui s'appelle Mathéologique. Donc, c'est simple, les gens vont créer leur compte client. Puis après que le compte client est créé, ils se présentent à la billetterie, ils disent leur nom ou leur numéro de téléphone, et puis tout se fait dans l'espace de 30 secondes. Si on ne passe pas par le web, on va le faire ici sur notre téléphone, ou il y a quelqu'un qui va vous aider. Mais à la billetterie, ils ne remplissent pas de compte client. Il faut le faire avant d'arriver à la billetterie. Du côté de l'école de glisse, différentes formules sont proposées pour ceux et celles voulant s'initier au ski ou à la planche à neige. Il sera possible de s'inscrire très prochainement.
On a des leçons privées en ski et en planche au niveau d'initiation. On a aussi des cours de groupe qui vont être affichés prochainement sur notre page Facebook et notre nouvelle plateforme de réservation de billetterie. Et éventuellement, dans les prochains jours, on va pouvoir aussi réserver des leçons privées. Fait que dans les leçons privées, on va pouvoir choisir l'ini-ski, l'ini-surf pour la planche à neige, puis éventuellement aussi les cours de freestyle, puis des cours privés aussi en freestyle. De plus, les amateurs de sensations fortes seront choyés, alors que l'aménagement du parc à neige a pris beaucoup d'ampleur et que l'offre de formation se diversifie. Une des choses qui est un petit peu différente depuis l'an passé et qui prend de l'ampleur cette année, c'est au niveau freestyle. On a un nouveau parc, si on peut dire. On avait déjà les modules, on était déjà bien équipés. Et depuis l'an passé, on a une nouvelle section pour le snowpark qui est 2 fois plus large, 2 fois plus longue, puis qui s'appelle à être évolutive au niveau de cette année puis des prochaines années. Donc, on a un programme, entre autres, au niveau du ski qui va être un programme freestyle sur 6 semaines qui devrait débuter en début février. Fait que ça, c'est une des grosses choses qu'on a à offrir cette année. Puis, sous toute réserve aussi, on devrait avoir aussi des cours d'initiation en mode clinique pour la planche à neige. On a un moniteur freestyle qui vient se joindre à notre équipe. Puis, c'est un volet qu'on va développer au courant des prochaines années. Le ski de soirée sera également de retour et quelques surprises sont prévues. Oui, certain qu'on va avoir des skis de soirée. Puis, ski de soirée cette année, c'est gratuit pour les membres. Donc, on va céduler 4 skis de soirée en espérant d'en faire 4. Mais en tout cas, si on a 3, on a 3. Mais on en cédule 4. On n'a pas les dates encore à vous proposer, mais ça va se faire sur ces réseaux sociaux. Et puis, on va avoir la journée de la ville. On va avoir une couple de surprises aussi. Quant aux activités parallèles de raquettes ou de randonnée alpine, de l'équipement peut être loué à la boutique en passant par le site web du Mont-Béchervaise. Ça existe toujours. Les raquettes est là, le ski, la randonnée alpine. Hein, on loue l'équipement à la randonnée alpine. L'équipement est 9,70 $. Mais l'équipement est gratuit, c'est la remontée. C'est la descente, en fin de compte, qui est 9,70 $ par membre. Et puis ça, c'est de plus en plus populaire, la randonnée alpine. Les raquettes, on a une cinquantaine de paires de raquettes neuves à prêter aux gens, à louer aux gens. La saison 2025-2026 s'annonce donc prometteuse pour l'équipe du centre de ski Mont-Béchervaise et les amateurs de glisse de la région. Tout le monde se croise les doigts pour que Mère Nature continue de coopérer. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télégaspé. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.